excusez-moi, mais vous êtes aussi... Bon, non, non, ça ne marche pas. Pardon, si ça marche. Si, ça marche. Hein, j'ai entendu que ça marchait de ma place. Nous sommes dans la communication, les uns et les autres. Donc nous savons très bien que nos questions ne se résument pas à ce que nous affichons sur un tableau de nos paroles, mais la communication fait partie, implique tout un tas de choses, y compris le micro, y compris votre attention, votre distraction par rapport à tout ce que nous racontons, y compris vos réactions affectives par rapport aux propos des uns et des autres. J'étais bien content d'entendre Pierre Harvey, surtout qu'il a été le premier, depuis que je suis là, à citer notre maître commun, Abraham Moll, et ses félicitations. Et en même temps, j'aurais envie de dire, que penserait Moll de tout ce que tu as raconté aujourd'hui? Notamment, c'est vrai qu'on voit Moll derrière lui. Je vois tous les schémas, toutes les représentations qu'il a faites de façon ordonnée. Effectivement, c'est très mollésien. Mais effectivement, sur le plan pratique, nous ne sommes pas tout à fait sur le même chemin. Moi, je vais prendre de la hauteur par rapport à ce que tu as dit, par rapport à une problématique qui nous ramènera à l'humain, aux rapports sociaux et évidemment à tous les problèmes qui se posent du local au global. Voilà, excusez-moi, il faut que je mette les lunettes. Je parle comme une main. Comment? Je parle comme une main. Hop. Tout ce que nous avons pu raconter, exprimer dans notre colloque, nous avons un environnement économique qui est de plus en plus dominant et par rapport auquel nous avons inévitablement aussi des situations de dominer sur ce registre-là. Alors, je l'ai expliqué en texte, je ne vais pas poursuivre. J'ai entendu un échinologue toujours parler de faire des allusions, des références à cela à propos de l'Afrique. Nous pourrions continuer à l'échelle planétaire. Je ne veux pas maintenant revenir sur l'histoire des nouvelles technologies, sur tout ce qui s'est passé à la Silicon Valley et les big fags qui en ont résulté, avec tout ce qui cela implique derrière, puis toute l'organisation du système Internet, avec l'Internet protocole et toutes les conséquences au niveau de la gestion des réseaux, de la transmission. Bref, je m'arrête là parce que j'ai fait des rappels en tête, mais je ne vais pas maintenant vous développer. Mais c'est-à-dire que nous avons assisté au travers des conférences depuis que nous sommes là. C'est-à-dire que la question de la reconnaissance de la diversité des êtres humains sur le plan planétaire n'est pas tout à fait comprise, admise de la même façon selon les positions que l'on a sur le plan personnel, sur le plan de sa culture, et surtout selon les endroits et les logiques dans lesquelles on se place consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas inévitablement marqué par la culture d'origine d'où nous venons. Bon, ça c'est un point important, c'est que, excusez-moi, j'aurais pu mettre ma conférence au tableau, mais je ne l'ai pas fait. C'est vrai que la problématique que nous avons mise en place à Strasbourg, elle relève aussi de travaux antérieurs qui ont été faits concernant l'observation du monde, notamment sur le registre des conflits à l'échelle européenne, notamment après les guerres disons, qui ont concerné l'éclatement de la Yougoslavie, qui a quand même surpris bien des pays, et ça a surpris l'Europe elle-même, parce qu'en même temps, on a retrouvé des problèmes qui sont posés, qu'on croyait oublier, à savoir l'existence de minorités, de cultures différentes, bien enracinées sur des territoires depuis des siècles. Bon, alors c'est pour dire que en même temps, nous sommes confrontés à la représentation qui est donnée de tous ces aspects de différences culturelles via les médias, et ceci n'est pas toujours facile, et je connais encore bien des gens qui travaillent là-dessus pour bien marquer des préoccupations qui relèvent de la représentation d'autrui, notamment par rapport à des réalités plus ou moins globales, voire par rapport à la communication de masse, et notamment, je pense à la crise en Ukraine ou à la crise en Crimée, ou dans les pays arabes, ou maintenant dans les pays d'Afrique, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de représentation qui biaisent un peu bien des choses, si je puis dire, en termes d'évolution et de représentation de l'évolution de l'humanité dans une perspective qui se veut, disons, unique, mondiale, globale, et puis avec un avenir, que l'on dit, partagé. Bref, je reviens un peu à mon sujet de mon propos, par rapport à votre colloque. Ça concerne les réseaux sociaux, les médias historiques dans le débat de la diversité culturelle, ou les minorités dans l'attraction mondiale. Un vaste sujet, mais je veux dire que, bon, j'ai repris le terme d'attraction mondiale par rapport
un autre auteur, tout simplement pour me dégager un peu de la problématique toujours en débat par rapport, aux questions toujours en débat par rapport à la mondialisation et la globalisation. Bon, même si on voit les choses sous un angle purement économique ou globalisation comme un phénomène général, global, vous savez que les mots globalisation, mondialisation, selon qu'on est dans la version britannique ou la version, enfin pas dans la version anglaise ou la version française, ça ne veut pas dire la même chose, on n'a pas les mêmes approches. Hein. Alors j'ai préféré l'attraction parce qu'il y a un phénomène effectivement d'évolution qui concerne l'ensemble de la planète, mais qui n'est pas vécu de façon identique, donc ça part aussi bien du local au régional et au mondial. C'est-à-dire que nous avons là inévitablement une dimension, notamment avec les nouveaux médias, enfin, les nouvelles technologies et puis les pratiques telles qu'on les a découvertes encore avec les approches des uns et des autres par rapport à je ne sais pas comment il faut dire maintenant, les réseaux sociaux ou les médias sociaux, bien sûr qu'il y a une attraction, enfin, dans tous les sens du mot, attraction aussi, si je puis dire, hein, y compris divertissement, excusez-moi, que ce soit pour celui qui fabrique comme pour celui qui reçoit. Il y a aussi tout ça qui est derrière, excusez-moi. Bon, ce que je voulais préciser, c'est que nous sommes effectivement dans un sujet complexe qui m'amène à, évidemment, repréciser quelque chose très rapidement par rapport à mon texte qui est déjà à disposition de Monsieur le secrétaire général d'Orcom. C'est pour rappeler tout simplement que, dans un premier temps, que nous avons affaire à une problématique mondiale, mais que la reconnaissance du sujet en tant que tel n'est pas toujours admise de la même façon. Et en même temps, ce que je voulais pointer dans cette première partie, qui sera suivie ensuite par une autre sur l'expression des minorités via les médias, et ensuite les questions qui relèvent en troisième partie de tout ce qui touche à la démocratie, notamment au concept d'État-nation. Et donc je reviens sur le premier point, c'est la problématique mondiale et la reconnaissance d'un sujet en termes d'État. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que dans tout ce que nous avons pu raconter et exprimer dans notre colloque, nous avons un environnement économique qui est de plus en plus dominant et par rapport auquel nous avons inévitablement aussi des situations de dominer sur ce registre-là. Alors, je l'ai expliqué en texte, je ne vais pas poursuivre. J'ai entendu Anish Noloke l'autre jour parler de faire des allusions, des références à ceux-là à propos de l'Afrique. Nous pourrions continuer à l'échelle planétaire. Hein. Je ne veux pas maintenant revenir sur l'histoire des nouvelles technologies, sur tout ce qui s'est passé à la Silicon Valley et les Big Five qui en ont résulté, avec tout ce qui cela implique derrière, puis toute l'organisation du système Internet, avec l'Internet protocole et toutes les conséquences au niveau des gestions des réseaux, de la transmission. Bref, je m'arrête là parce que j'ai fait des rappels en tête, mais je ne vais pas maintenant le développer. C'est-à-dire que derrière tout ça, nous avons des réalités économiques qu'on ne met pas souvent en avant, mais qui nous conditionnent dans nos pratiques quotidiennes, y compris avec le portable, etc. Je passe là-dessus, c'est dans l'actualité actuellement, surtout en France, il y a des grands débats par rapport à nos opérateurs en téléphonique, etc. Je voudrais pas de choses à dire. Hein. Et puis après, quand je parle des Big Five pour aller vite, on pourrait parler de certaines personnes en France qui ont démarré d'une façon anodine, simpliste, et qui maintenant sont devenus des majors. Je pense pour les Français ou les francophones qui connaissent, je pense particulièrement à M. Xavier Niel, par exemple, qui s'est fait connaître en France à l'époque du Minitel, donc au début des années 90, tout simplement pour avoir inventé ce qu'on a appelé le Minitel rose. Mesdames, messieurs, vous savez très bien que cette pratique s'est développée ultérieurement. Non, je dis ça comme ça, mais maintenant, il est au monde, il est partout cet homme. Hein. Donc, je vais faire cette parenthèse pour bien marquer que mes propos sont aussi dans le concret. Je crois que cette réalité-là, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas être des naïfs, même si, effectivement, dans notre monde universitaire, nous ne percevons pas toujours les aspects qui relèvent des modalités économiques qui conditionnent tout ce qui s'ensuit, y compris nos usages, les usages dont nous sommes aussi nous-mêmes, j'allais dire victimes, dans une certaine mesure. Je ne peux pas employer ce terme. Je pourrais raconter aussi plein d'exemples personnels par rapport aux usages de l'Internet, y compris sur place. Non, je pensais que tu parlais de tes expériences sur le Minitel rose. Ah non. Alors,
derrière tout ça, je crois qu'il faut peut-être, nous l'avons rappelé aussi dans d'autres communications, dans d'autres actes de colloque de la chaire UNESCO, donc qui figurent là-haut dans la salle, puisque nous n'avons pas fait une démarche isolément à Strasbourg, nous l'avons toujours fait dans le cadre de la participation avec d'autres universités, et je les remercie chaque fois encore, surtout quand ils sont présents ici. Le premier colloque que nous avons organisé sur les problèmes de la minorité et de la diversité culturelle, c'était à l'université de Bordeaux, c'était ici. Hein. Bon, Annie, elle est là, oui, elle est là-bas, pardon, oui, donc c'est Annie Barr qui l'avait mis en place ici à Strasbourg en 2010. Ah, pardon, oui, bon. Oui, non, ça, excusez-moi du lapsus, j'en ferai certainement d'autres. Non, l'initiative était partie de Strasbourg, nous avions fait un grand séminaire à Strasbourg avec des universitaires de différentes universités, et nous avons commencé ici. Ensuite, nous avons été en Afrique, tout simplement parce que, un hasard, je ne peux pas ne pas y faire référence aujourd'hui, lorsque nous avons fait un séminaire en 2009 à Strasbourg qui voulait préparer une réflexion qui se voulait j'allais dire planétaire, mais dans plusieurs régions du monde, et bien il se trouve que nous avions un honorable ambassadeur du Burkina Faso qui était avec nous à ce moment-là à Strasbourg en séminaire, et qui nous a dit « Ah, il n'y a pas de problème, il faut faire un colloque en Afrique, venez chez nous au Burkina Faso, à Ouagadougou ». Et nous a cité l'honorable collègue Serge Théophile Balima, qui a l'hypermique à Ouagadougou, l'a organisé. Et son excellence, monsieur l'ambassadeur, c'est Luc Adolphe Tiao, qui est devenu ensuite, comme par hasard, après que nous ayons fait le colloque à Ouagadougou, Premier ministre du Burkina Faso. Excusez-moi, c'est le hasard, je ne peux pas dire autre chose. Hein. Nos colloques ponctuent sa carrière. Comment? Nos colloques ponctuent sa carrière. Il est présent. Ensuite, nous avons été en Europe centrale, nous avons vu aussi d'autres aspects, y compris quand ils sont convergents par rapport à des préoccupations communes. C'est-à-dire que la question de la reconnaissance universellement partagée et surtout pas à l'identique. Et parfois, c'est très souvent un objet de conflit. Et derrière les conflits, il y a aussi tout ce qu'on donne en termes de représentation via les masses médias, via les médias internationaux notamment, qui ne sont pas non plus dans la position dite de neutralité. Oui, et même 5 minutes, il ne me reste plus grand-chose, et vous voyez, c'est toujours la même chose. Oui, je sais, mais ça ne fait rien, le texte est là, les livres sont exposés là-haut, ils ont été présentés à la tribune, enfin à l'accueil, mais je veux dire qu'en Europe centrale, c'est la même chose, nous avons des préoccupations qui nous ont été, bien sûr, émises par les collègues universitaires d'un certain nombre de pays. Et après, nous sommes revenus à Strasbourg, nous avons vu d'autres aspects concernant d'autres régions, mais en même temps, nous avons posé des questions qui concernent aussi bien la démocratie, ou les démocraties, ou les concepts de démocratie, le rôle des États-nations par rapport aux minorités, et bien sûr, j'aurais plein de choses à dire sur chacun de ces mots, ces expressions que j'ai dites, parce que ça fait débat. Alors, je vais tout de suite aller à la conclusion. J'aurais bien aimé encore parler d'un Moll qui parlait de culture mosaïque, qui, par rapport aux nouvelles technologies déjà prévisibles il y a 50 ans, et il avait posé la question de l'écologie de la communication, c'est-à-dire que l'être humain en tant que tel, enfermé dans sa coquille symbolique, ne peut pas à lui seul recevoir, il est limité en termes de réception de toutes les stimulations qui sont envisagées par les techniques de l'époque. Alors évidemment, il ne connaissait pas tout ce que nous connaissons aujourd'hui, mais déjà à l'époque, c'était une question. C'est-à-dire que l'homme est limité par définition. Et évidemment, après, il y a toutes les pratiques qui concernent à valoriser tel ou tel stimulus pour que l'homme réagisse, etc. Donc, c'est tout un environnement très particulier sur lequel il y a des questions qu'il avait déjà posées en son temps et qui sont d'une actualité vraiment pertinente, pour ne pas dire impertinente. Je vois les deux mots exprès, parce qu'il avait envisagé les choses. Alors je suis obligé de dire que lorsqu'un homme pense de cette manière, il a inévitablement une dimension prophétique. Bon, alors je pourrais citer Edgar Morin, parce qu'ils étaient amis, et Edgar Morin est dans le même sens, notamment par rapport à la complexité de l'évolution des rapports humains, notamment à propos des médias. Donc c'est pas, je m'arrête, vous voyez, par rapport à mon texte, je suis à 5 pages seulement, alors j'en ai 26.
reste 2 minutes pour le Oui, oui, alors je vais juste 2 minutes, t'es sûr qu'il marche bien le chronomètre? 2 minutes. Et là, tu es à 1,42. Oui, alors je voulais dire, il ne faut pas l'oublier non plus, parce que la dynamique, elle est toujours, de réseau a été reprise, elle a été notamment engagée aussi à l'époque au niveau du CNRS qui tendait de Dominique Breton. C'était aussi initié par le laboratoire qui nous accueille aujourd'hui, c'est notamment Camille Barthes et puis Anne-Marie Volant, sur le livre qu'elle a aussi, Les oubliés de l'Internet. C'est-à-dire qu'on a aussi prolongé la problématique sur le registre de l'Internet. Alors on peut faire des liens, je vais dans mon texte, ça sera clair. On a déjà vu ça au moment du SNSI à Genève et à Tunis, c'est-à-dire que la société civile et la reconnaissance de la diversité a fait l'objet d'un combat déjà à l'époque, ne serait-ce que sur le plan de l'usage de la langue que voulaient les grands opérateurs, les Microsoft et autres, et notamment le débat portait déjà à ce moment-là de l'usage de l'arabe ou de l'arabe, d'autres langues qui n'étaient pas le caractère, qui n'utilisaient pas les caractères latins. Bon, les choses ont évolué, mais je veux dire qu'on a plein de problèmes qui posent des questions concernant l'avenir. Alors évidemment, déjà à l'époque du temps de Moll, on parlait de l'importance du dialogue interculturel. Bon, je passe sur ces ouvrages, ça sera dans le texte. Je tombe là comme par hasard sur Morin que j'ai cité. L'excès d'information étouffe l'information, que nous sommes soumis au déferlement interrompu d'événements sur lesquels on ne peut méditer parce qu'ils sont aussitôt chassés par d'autres événements. Bref, je passe, il y en a d'autres que j'ai faites. Mais donc on est sur l'opulence communicationnelle, ou l'info-obésité, pour reprendre une expression d'un autre. Je veux dire qu'on est dans un environnement où la question humaine est inévitablement posée, avec les limites qui sont inévitables par rapport à notre situation, à la nature humaine, à la nature de chacun. Et après, vous avez tout le problème de relation entre l'individu, qui n'est pas isolé, qui n'est pas en soi, qui n'est pas en abstraction dans le monde, il est aussi dans un domaine de vie sociale, que plus ou moins communautaire, avec des aspects identitaires, linguistiques, religieux, historiques, géographiques, bref, j'arrête, tout ça nous l'avons vu, mais c'est pour bien montrer que nous ne sommes pas dans un univers, disons, de l'idéologie des technologies telles qu'elles ont été développées et qui avaient déjà été plus ou moins critiquées par Abraham, qui est un ingénieur des télécommunications à l'origine. Hein. Oui, je vais conclure, mais c'est le fond. Ah oui, alors j'aurais aimé aussi parler, je vais dire encore un mot. Tiens ton micro. J'aurais aimé parler sur l'angle économique de la critique plus ou moins colérique d'un grand économiste français qui est Jean-Paul Fitoussi, comme par hasard, qui était aussi à Strasbourg, c'était mon professeur d'économie politique, et qui a fait un ouvrage qui est sorti l'année dernière, j'en ai parlé déjà à plusieurs collègues dans différents, y compris des Bordelais dans différentes circonstances, qui s'appelle le théorème du lampadaire, qui tout simplement dénonce les pratiques, disons, de l'observation de l'économie, tout simplement relevant de ce qui est mis sous le lampadaire. C'est-à-dire tout ce qui est à côté, on ne le voit pas, on ne le veut pas le voir, et notamment il critique le dispositif économique, notamment avec les dérives financières, boursières, qui ont conduit à la crise de 2007-2008, mais il se réfère à d'autres crises. C'est-à-dire que nous avons là aussi des économistes qui critiquent, alors il cite Amartya Sen, il en cite d'autres, parce qu'il va collaborer avec eux, mais c'est pour dire que nous sommes dans un contexte où l'économie n'est pas absente du tout, mais elle pose des problèmes par rapport aux axes, par rapport à l'économie en tant que telle, mais l'économie a aussi des conséquences humaines concernant nos pratiques de l'usage des réseaux, etc. Donc je vais effectivement... Oui, j'ai compris le signal. Hein. Bon, je vais aller à ma conclusion. Non, mais derrière tout ça, il y a aussi un point qui sera développé dans le texte, c'est tout ce qu'on a dit déjà dans le passé sur l'économisation de l'information. L'information n'est pas... tout ça c'est écrit, mais c'est aussi un élément fort qui a été dans le XXe siècle un argument, ne serait-ce que pour la création des États, y compris pour la décolonisation. C'est un argument qui a été repris, même si les Nations Unies n'ont pas joué le jeu tout le temps par rapport à d'autres régions de l'Afrique. Sauf que ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a été réaffirmé, il ne faut pas l'oublier par rapport à notre problématique, lors de la déclaration, la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies de 2007 sur le droit des peuples autochtones. Oui, je conclus. Donc, je conclus. Alors, je vais à ma conclusion. De 1 minute.
Il y aurait plein de choses à dire, mais je vais m'arrêter. Je dirais que dans ma conclusion, j'ai fait référence à des anciens. L'écoute des anciens est toujours d'actualité. Nous en avons, je citais Moll, Morin, il y en aurait d'autres qui avaient aussi déjà pensé, anticipé bien des choses sur ce registre-là. Des réflexions que je ne peux pas vous dire, mais qui montrent bien que nous sommes dans l'impertinence de la part d'auteurs anciens qui parlaient d'actualité. Et qu'on peut débattre tantôt. Oui, on en parlera. Comme on l'entend souvent, c'est ma dernière phrase, qui va être La dernière phrase, c'est un compliment. Si, comme on l'entend souvent, je cite, il n'y a pas de culture sans mémoire, même pour nous. N'est-ce pas non plus le sens de la devise des Québécois, je me souviens, que l'on peut lire sur les plaques minéralogiques de leur voiture, c'est tout un symbole. Alors, je me souviens, tu te souviens. Merci Michel. Vous avez vu, c'était également une phrase complexe.